Hey, salut! Donc aujourd'hui, je lance une série de vidéos sur les ouvertures. Mon but ne sont pas d'étudier en profondeur les ouvertures, sachez-le. C'est plutôt de vous donner une compréhension globale des ouvertures, vous présenter les plans typiques, les positions clés, pour qu'ainsi vous compreniez les idées stratégiques qui découlent des débuts de partie. Pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, en tant qu'amateur, connaître les ouvertures est loin d'être la connaissance la plus importante à avoir. Le plus souvent, les résultats des parties sont déterminés par le milieu de jeu ou bien par les finales. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les ouvertures séparément, mais voilà, sachez que je ne ferai pas une présentation exhaustive et je vais simplifier au maximum les explications. Donc si vous souhaitez étudier une ouverture plus en profondeur, je vous invite à vous tourner vers les livres ou bien regarder des vidéos spécifiques ou tout simplement prendre des cours. Donc voilà. Donc nous allons commencer à partir des prochaines vidéos avec l'ouverture de la française. Mais pour la suite, voilà, je vous invite à mettre dès maintenant en commentaire les ouvertures que vous souhaitez étudier. Et comme ça, je ferai des vidéos en priorité sur ces ouvertures. Donc aujourd'hui, avant de nous lancer dans une ouverture spécifique en particulier, je vous propose plutôt de voir ensemble les principes de base des ouvertures et de vous présenter le vocabulaire spécifique. Comme ça, vous serez un peu moins perdu, vous comprendrez un peu plus facilement qu'est-ce qu'il se passe dans chaque ouverture et vous saurez les identifier et les classer. Voilà. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous présenter pourquoi et comment contrôler le centre dans les ouvertures. Ensuite, nous verrons quels sont les différents types d'ouvertures. Vous avez peut-être souvent entendu parler des débuts ouverts, des débuts fermés, etc. Donc nous allons essayer de comprendre les différents classements et les différents noms des ouvertures. Après, je vous expliquerai qu'est-ce qu'un gambit, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et enfin, je terminerai en vous expliquant justement quand termine une ouverture. Qu'est-ce qui détermine la fin d'une ouverture, jusqu'où il faut étudier les ouvertures, etc. Voilà, donc c'est parti. Alors, pourquoi et comment contrôler le centre? Vous allez très rapidement vous rendre compte que toutes les ouvertures respectent ce grand principe qui est occuper ou contrôler le centre en début de partie, et même durant toute la partie durant. Le centre est vraiment l'endroit crucial de l'échiquier qu'il faut maîtriser. Donc, le centre, c'est ces 4 cases-là, et on peut l'agrandir si on prend en compte les cases qui l'entourent. D'accord? Donc voilà. Pourquoi c'est important d'avoir une maîtrise du centre? Tout simplement parce que vous allez pouvoir aller d'un côté de l'échiquier à l'autre très rapidement. Donc imaginons j'ai un cavalier au centre, si on m'attaque à l'aile roi, donc ici mon cavalier peut arriver très rapidement, déjà en un seul coup, j'arrive sur l'aile roi, je peux attaquer et défendre. Pareil pour l'aile dame, je peux arriver très rapidement. Par contre, si je joue des coups comme A4, comme cavalier A3, que vous retrouverez très rarement dans les ouvertures, parce que justement ça ne respecte pas ce principe de contrôle du centre, si je joue cavalier A3 et qu'on m'attaque à l'aile roi, ça va me prendre plusieurs coups pour arriver, au moins 3 coups. Donc ça va être long. Si c'est un fou, c'est moins gênant parce qu'il se déplace déjà plus vite. Mais vous comprenez l'idée, on veut être près du centre pour pouvoir réagir d'un côté ou de l'autre rapidement. C'est l'idée principale. Voilà. Donc ensuite, comment contrôler le centre? Il y a 2 grands courants, 2 grandes écoles. Les deux sont très intéressants. Vous pouvez soit occuper le centre, donc mettre vraiment des pions, des pièces sur les cases centrales, ou alors vous pouvez contrôler ce centre, mais plutôt de loin, justement en profitant de vos pièces à longue portée, des fous, des tours, des dames, pour contrôler les cases plutôt de loin. Pour commencer, je vous conseille de plutôt vous orienter vers les ouvertures qui occupent le centre, car vous aurez plus d'espace et c'est souvent plus facile à jouer. On va voir tout de suite des exemples. Donc pour occuper le centre, on a dit on veut mettre des pièces, des pions sur ces cases. Vous avez sans doute souvent vu beaucoup d'ouvertures où on joue E4, où on joue D4, mais ça respecte justement ce principe d'occuper le centre. C'est pour ça que ces ouvertures sont les plus populaires. Donc on va regarder par exemple l'ouverture avec E4. Les noirs, s'ils veulent occuper le centre, on verra ensuite, ils peuvent le contrôler, mais s'ils veulent l'occuper, ils vont faire pareil. Ils vont mettre un pion au centre, donc E5.
Donc les blancs vont essayer de faire pareil, de ramener une pièce vers le centre tout en attaquant le pion ennemi et en contrôlant la case des 4. Comme ça, le cavalier peut arriver rapidement au centre si besoin. Les noirs font pareil, ils protègent et contrôlent le centre. Les blancs vont faire la même chose, par exemple fou C4 pour contrôler le centre et occuper une case, pas du centre principal, mais qui est juste à côté. Donc le fou est quand même bien central sur l'échiquier. C'est pour ça qu'on ne va pas jouer par exemple un coup comme fou E2 qui serait très passif et sans beaucoup d'intérêt, en tout cas actuellement vu la position, on n'occupe pas le centre. Des coups comme fou B5 peuvent être observés, ce serait par exemple l'espagnol comme ouverture. Ici, ce serait plutôt pour contrôler le centre en venant attaquer une pièce qui essaye d'occuper et de contrôler ce centre, mais le fou en soi n'est pas placé sur une case centrale. Donc là, on n'occupe pas le centre. Donc des coups plus classiques, fou C4 là occupe vraiment et contrôle le centre directement. Donc les noirs peuvent faire pareil, fou C5, et on se retrouve dans l'ouverture qu'on appelle l'ouverture italienne. Par exemple, petit roc, les noirs font cavalier F6, toujours la même idée. Les blancs ici ont plusieurs options, ils peuvent faire cavalier C3, dans les mêmes idées que leur coup cavalier F3, hein, protéger et occuper le centre. Ou bien certains qui veulent occuper le centre, justement, peuvent jouer C3 pour réellement mettre un pion directement au centre. Voilà. Donc ça peut être une idée. On peut voir d'autres ouvertures, par exemple si on commence de nouveau par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Ici, au lieu de faire fou C4, on peut par exemple faire un coup comme D4 pour vraiment mettre les deux pions au centre, ouvrir un peu l'espace pour la dame, pour notre fou, pouvoir sortir très facilement nos pièces. Et voilà, mettre des pions bien centraux. Donc ça, ce serait l'écossaise. Donc voilà pour ça. On peut regarder maintenant si on ne joue pas E4 mais qu'on joue D4. Alors c'est exactement les mêmes idées, on met un pion au centre, on va occuper ce centre. Et donc les noirs décident de faire pareil pour l'occuper. Et là on peut jouer C4, c'est le gambit dame, on verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est un gambit. Et on vient directement attaquer ce centre et occuper, alors pas les cases centrales mais les cases juste à côté du centre. Donc les noirs peuvent défendre, voilà, on ramène une pièce sur le centre, et les noirs vont vraiment attaquer ce centre et occuper le centre eux-mêmes. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'occupation du centre, c'est vraiment direct, on met des pions au centre, des pièces le plus proches du centre, et on attaque. Maintenant, il y a ceux qui décident de contrôler le centre de loin, plutôt, en profitant des pièces à longue portée comme les fous. Alors on va voir ça tout de suite. Donc les blancs, eux, vont décider d'occuper le centre, par exemple, toujours avec le gambit dame. Mais ici, au lieu de faire D5, les noirs peuvent décider, par exemple, de faire cavalier F6. Vous voyez, ils ne mettent pas directement une pièce ou un pion au centre, mais ils le contrôlent de loin. Après, le cavalier est quand même assez proche, donc pour le moment, rien de bien particulier. Dans ce cas-là, souvent, l'adversaire décide, lui, vraiment d'occuper le centre avec des pions si on le laisse faire. Et là, voilà, au lieu de mettre un pion réellement au centre, les noirs peuvent jouer un peu plus tranquillement en jouant E6. Ils ne mettent pas un pion sur les cases vraiment centrales, mais ils contrôlent une case centrale avec leur pion. Là, les noirs vont faire cavalier C3, pareil pour contrôler et être proche du centre. Et ici, par exemple, on peut jouer la Nimzo indienne avec fou B4. Là, les noirs ne mettent pas une pièce au centre, mais comme on a vu avec l'espagnol, le fou vient attaquer le cavalier. Donc il attaque un défenseur du centre, un attaquant du centre. Le cavalier ici est cloué car s'il bouge il y aurait échec. Donc là il ne contrôle plus aucune case centrale. Il ne contrôle ni D5 ni E4. Je pourrais faire cavalier E4, il ne serait pas en prise. Donc il n'a plus aucun rôle. Si jamais ce cavalier se retrouve décloué ou si notre fou se fait chasser, les noirs peuvent très bien décider d'échanger leur fou contre le cavalier. Par exemple, imaginons les blancs jouent A3, on peut décider d'échanger notre fou contre le cavalier. Et s'ils nous reprennent, on a éliminé une pièce qui contrôlait le centre. Donc notre fou n'a pas occupé le centre directement, mais avec son action sur ce cavalier, il a contrôlé le centre, mais de loin. Mais il a quand même eu une action sur ce centre. Une autre ouverture dans la même idée, toujours sur le gambit dame, D4, cavalier F6, ça commence de la même manière, E6, cavalier C3. Ici, on peut voir l'ouest indienne.
avec B6. Alors, l'idée ici, c'est d'essayer de contrôler le centre, pareil, avec le fou qui va arriver en B7 et contrôler ces cases de loin. Voilà. Donc là, par exemple, les blancs peuvent faire cavalier F3, et là, on va jouer fou B7, qui vient contrôler ces cases. Le fou n'est absolument pas sur une case centrale, voilà, il est vraiment à l'aile d'âne, mais il a un impact sur le centre parce qu'il contrôle les cases de loin grâce à sa longue portée. Là, les blancs peuvent décider toujours de mettre des pièces vers le centre, ou bien ils peuvent aussi décider de faire la même chose en mettant leur fou en G2 pour essayer de contre-attaquer sur cette diagonale et opposer de la résistance au fou adverse. C'est possible. Voilà. On peut terminer avec un dernier exemple. Si on revient, où là les blancs ne vont pas mettre un pion directement sur les cases centrales, mais plutôt à côté en jouant C4. Ça, c'est l'ouverture anglaise. Vu que les blancs n'occupent pas le centre directement, souvent les noirs du coup vont essayer d'en profiter et eux-mêmes occuper le centre. Donc avec E5 par exemple. Les blancs vont faire cavalier C3, toujours on contrôle le centre, cavalier F6, la même idée. Et là les blancs peuvent jouer avec G3. Donc comme dans l'Ouest indienne, ils mettent leur fou en G2 pour contrôler ce centre de loin. Voilà. Donc les noirs vont essayer de se battre toujours pour ce centre et eux de l'occuper par exemple avec D5. Ce qui force le pion blanc à s'échanger, à s'éliminer. Et les noirs ramènent une pièce sur le centre, donc ils l'occupent vraiment, alors que eux, les blancs, le contrôlent de loin. Et ici par exemple ça va forcer le cavalier à bouger car il est en prise. Hop, par exemple cavalier F3, cavalier C6, voilà. Et ils peuvent continuer avec D3. Donc là pareil, les blancs ne mettent pas un pion réellement au centre, mais ils contrôlent le centre d'un peu plus loin. Voilà. D'accord, donc ça c'est pour l'occupation ou le contrôle du centre. Les deux sont possibles, mais je vous conseille de faire plutôt des ouvertures qui occupent le centre. Car vous voyez ici, les blancs jouent sur 3 lignes, alors que les noirs sur 4 lignes. Ils ont des pièces sur 4 lignes. Donc ils ont un peu plus d'espace, donc souvent c'est plus facile pour trouver des cases pour vos pièces, pour les déplacer. Alors qu'il faut avoir un peu plus de technique, hein. Quand on joue sur 3 lignes, on risque d'être un peu étouffé. Après bien sûr, souvent, le but ce n'est pas de rester sur 3 lignes. Hein. Par exemple, si on retourne sur l'Ouest indienne, la position de l'Ouest indienne, là ici souvent, les noirs vont finir par faire des coups comme C5 ou D5 pour essayer d'exploser le centre blanc et contre-attaquer. Parce qu'à un moment donné, ils risquent de se retrouver un peu enfermés avec leurs pièces et ils auront besoin d'un peu plus d'espace pour pouvoir bouger. Donc voilà pour ça. Alors, voyons maintenant quels sont les différents types d'ouverture. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler des débuts ouverts, des débuts fermés, semi-ouverts, semi-fermés. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Comme je vous l'ai dit, les ouvertures, ça se concentre sur le centre. Et donc, c'est justement le centre qui va décider si on appelle une ouverture ouverte, fermée, etc. Une ouverture que l'on dit ouverte, un début ouvert, c'est justement quand il y a des échanges de pions et que du coup, il y a des colonnes qui s'ouvrent où les pièces peuvent facilement circuler. Alors qu'un début fermé, c'est quand il n'y a aucun échange de pions, qu'il y a vraiment tous les pions sur l'échiquier et les pions dérangent. Du coup, les pièces, ça empêche un peu la mobilité des pièces. Et un demi semi-ouvert ou semi-fermé, semi-ouvert, semi-fermé, c'est souvent à peu près la même chose, c'est juste qu'il y en a qui disent semi-ouvert, d'autres semi-fermés. C'est quand il va y avoir quelques échanges de pions, mais pas trop. Souvent un seul échange de pions, donc ça va ouvrir une ligne, mais il y aura toujours beaucoup de pions sur l'échiquier, et donc cela va continuer à déranger un peu les pièces. Donc ce sera entre les deux. Voyons tout de suite des exemples. Par exemple, un début ouvert, on peut trouver par exemple l'écossaise qu'on a vu tout à l'heure, où là, direct, très vite, les blancs proposent des échanges. Voilà, par exemple, des 4, on va prendre et on va reprendre. Là déjà, on voit qu'il y a cette colonne qui s'est ouverte pour les blancs et cette colonne qui s'est ouverte pour les noirs. D'accord ? C'est des colonnes semi-ouvertes. Il y a des pions adverses de chaque côté, mais les lignes commencent à s'ouvrir. Il y a déjà eu un échange de pions. Et la position peut continuer à s'ouvrir éventuellement si ici, par exemple, les noirs peuvent continuer avec fou C5,
attaquant le cavalier et donc incitant le cavalier à s'échanger. Et donc là, de nouveau, les noirs vont devoir prendre ce cavalier. Alors parfois ils peuvent faire un petit coup intermédiaire, par exemple dame F6 pour menacer échec et mat en F2. Les blancs peuvent défendre et là les noirs vont reprendre. Donc là il n'y a pas d'échange de pions, mais ça ouvre une nouvelle colonne pour les noirs. Donc là les noirs commencent à avoir deux colonnes semi-ouvertes pour eux. Et en plus ils vont pouvoir par la suite jouer le coup des 5 et donc il risque d'y avoir de nouveau des échanges de pions et donc l'ouverture de nouvelles colonnes, de nouvelles lignes. Donc ça peut être un début justement qu'on appelle ouvert. Un autre début ouvert, justement, ça va souvent être avec les gambits, où là, par exemple, les blancs peuvent proposer D4, un échange de pions, les noirs vont prendre, et là, les blancs vont décider de proposer encore un autre pion, incitant les noirs à prendre. Et donc là, on voit directement, les blancs ont ouvert déjà 2 colonnes pour eux. Donc leurs pièces ne sont pas gênées par les pions, leurs 2 fous peuvent sortir très très vite. Donc c'est ce qu'on appelle un début ouvert. D'accord ? On peut voir maintenant un exemple de début fermé avec la française, par exemple, qu'on étudiera justement lors des prochaines vidéos. La française, c'est sur E4, les noirs jouent E6. Voilà. Là, les blancs vont justement occuper le centre, comme on a vu, ils mettent 2 pions au centre. Et les noirs, eux, vont contre-attaquer en occupant également le centre par D5. Alors, là, soit on se retrouve dans un début fermé, soit plutôt ouvert, parce que les blancs peuvent déjà décider d'échanger les pions, et donc là, ça ouvrirait une ligne, donc on serait dans un début ouvert ou semi-ouvert. Voilà. Par contre, ils peuvent aussi décider de tout fermer, et donc là, ça commence à rendre difficile les échanges de pions. Bon, on verra que les noirs vont essayer de faire 6-5 pour quand même échanger et prendre de l'espace, mais pour le moment, vraiment tout va se retrouver fermé. Il peut très bien ne jamais y avoir d'échange de pions. Donc là, c'est un début fermé. Donc voilà pour ça. Ensuite, par rapport au nom des ouvertures, vous avez peut-être parfois entendu de défense, d'attaque, etc. Ces noms-là n'ont rien à voir avec justement on défend, etc. Alors, c'est plus par rapport à qui décide l'ouverture. Si vous avez le mot défense dans le nom d'une ouverture, ça veut dire que c'est les noirs qui décident de l'ouverture. Donc par exemple, si là les noirs jouent E4, si les blancs jouent E4, pardon, les noirs ici peuvent faire D5. Et c'est la scandinave. Et vous avez peut-être entendu parfois, on appelle ça la défense scandinave. Parce que c'est les noirs qui décident de faire D5 et de rentrer dans cette ouverture. Ce n'est pas les blancs. Ou bien on a aussi par exemple la défense sicilienne avec C5. C'est les noirs qui décident de rentrer dans ce type de structure de pion, dans ce type d'ouverture. Okay ? Donc c'est ce qu'on va appeler une défense. Par contre, ici, si on joue E4, E5, là il y a encore plein d'ouvertures possibles, et que là, par exemple, les blancs jouent F4, ce serait le gambit roi. Là, on va pas dire la défense gambit roi, parce que c'est les blancs qui décident de ce type de structure de pion, de ce type d'ouverture, et donc on ne met rien devant. On peut éventuellement dire attaque, mais la plupart du temps, pour les ouvertures blanches, on ne précise pas. Alors que pour les noirs, on peut dire défense française, défense sicilienne, défense scandinave, défense carocane. Après, souvent, on ne dit pas défense parce que les joueurs connaissent déjà les noms des ouvertures. Donc si on parle de la sicilienne, tout le monde sait que c'est une défense. Si on parle de la scandinave, tout le monde sait que voilà, c'est les noirs qui décident de cette ouverture. Mais donc voilà, si vous entendez le mot défense, ça veut dire que c'est les noirs qui décident. S'il n'y a rien et qu'on ne peut pas utiliser le mot défense, c'est que c'est les blancs qui décident de l'ouverture. Okay. Donc voilà pour les noms et pour l'explication des différents types d'ouverture. Alors, on a étudié le nom des ouvertures et vous m'avez entendu parler depuis le début de la vidéo des gambits. On va voir maintenant ici qu'est-ce que c'est réellement un gambit, pourquoi certaines ouvertures s'appellent gambit et d'autres pas. En fait, un gambit, c'est quand on va faire un sacrifice. Ça peut être un sacrifice matériel, donc on va par exemple donner un pion,
et ça va être pour avoir des compensations. Donc obtenir des colonnes ouvertes, des lignes, des diagonales ouvertes, et pouvoir ainsi sortir très rapidement les pièces. Et donc gagner une avance de développement des pièces par rapport à l'adversaire, en échange d'un pion. Mais il y a aussi des gambits où on va pas faire un sacrifice matériel, mais ça va être plus un sacrifice de temps. On va perdre un peu de temps, mais pour obtenir des compensations, c'est un peu plus rare, mais je vais vous montrer un exemple. Okay. Alors on va d'abord commencer avec les sacrifices matériels, qui sont beaucoup plus courants. On a donc par exemple le gambit nordique, qui est donc avec, que je me trompe pas, voilà, E4, E5, D4, comme je vous ai montré tout à l'heure. On offre un pion. Là, les blancs ne le récupèrent pas et proposent de faire C3, donnant un deuxième pion noir. Là, on le récupère, mais donc les blancs se retrouvent avec un pion de moins. Ils ont un pion de moins, mais en échange, voilà, c'est ce qu'on a vu, ils ont un début très ouvert, 2 colonnes ouvertes, les fous peuvent sortir très très vite, alors que par exemple le fou de case blanche des noirs est bloqué. Il ne va pas pouvoir sortir tout de suite. La dame n'est pas active chez les noirs, alors que la dame blanche, elle n'a même pas bougé, mais a déjà un rôle très très important dans la position. Elle contrôle déjà énormément de cases. Donc ça serait un sacrifice matériel, donc c'est un gambit. D'autres sacrifices de pions qu'on peut trouver, par exemple sur E4, E5, on a, comme on a vu tout à l'heure, un gambit roi. Gambit roi, pourquoi gambit ? Parce qu'on sacrifie le pion F4. Les blancs ne sont pas sûrs de le récupérer si les noirs prennent. Donc ils sacrifient un pion, soit momentanément, parce qu'ils peuvent le récupérer selon ce qui se passe, soit durant toute la partie. Mais en échange, ils vont obtenir la colonne F ouverte, ou quand ils vont faire petit roch, la tour va s'activer directement et pouvoir attaquer les noirs. Donc voilà pour ça. Ensuite, bon, dans les gambits comme ça un peu matériels, il y a le gambit très connu qui est le gambit dame. Mais bon, c'est pas un réel gambit parce que si les noirs prennent le pion, voilà, les blancs vont toujours les récupérer, ou presque toujours. C'est vraiment rare que les noirs arrivent à le conserver en ayant une position acceptable et agréable à jouer. S'ils essayent de le tenir à tout prix, souvent il y aura des grosses conséquences pour eux. Parce que voilà, souvent ici les blancs vont jouer par exemple directement E4 et menacent de le récupérer. Et il est difficile à protéger, hein. Le coup B5 est pas réellement jouable. On pourra voir ça plus tard si on étudie cette ouverture. Donc voilà, il y a des vrais gambits, où là on sacrifie un pion pour vraiment toute la partie, et des gambits, bon, qui sont moins risqués parce qu'on récupère le pion directement. Voilà. Un autre gambit qui existe cette fois du côté des noirs, c'est le gambit Benko, donc que l'on peut jouer sur le gambit dame. Enfin, là c'est pas un gambit dame parce que les noirs n'ont pas fait des 5, donc les blancs ne sacrifient pas le pion. Mais bon, c'est la structure, on va dire, du gambit dame. Et donc les noirs ici peuvent faire C5. Les blancs vont pousser pour bien contrôler le centre. Et là, les noirs continuent en proposant un sacrifice de pion avec B5. Et voilà, si les blancs acceptent, ils continuent, ils donnent un autre pion. Que cette fois, ils vont pouvoir récupérer. Mais voilà, ils ont un pion de moins, mais en échange, déjà, ils ont un fou placé qui rend difficile la poussée du pion E, parce qu'ils menacent de prendre le fou F1 et de déroquer les blancs. Et en échange, ils obtiennent aussi 2 colonnes ouvertes pour eux, pour pouvoir justement en profiter pour attaquer les pions blancs. Ils espèrent récupérer leurs pions plus tard dans la partie et obtenir une forte attaque en mettant les tours, les dames sur ces colonnes. Donc voilà un autre exemple de gambit avec sacrifice matériel. On va voir pour terminer sur le thème du gambit, je vais vous montrer maintenant un sacrifice plus de temps, d'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le gambit du centre. Donc ça va être avec E4, E5, de nouveau D4 comme tout à l'heure, prise, et là le gambit nordique qui était avec C3, on sacrifie un deuxième pion. Il y en a ici qui font dame prend. Alors, effectivement, vous allez me dire, mais on perd pas de pion, donc. Mais ça reste un gambit, pourquoi ? Parce que les blancs sortent la dame très très vite, ce qui n'est pas conseillé aux échecs. Pourquoi ? Parce que justement, les noirs vont pouvoir profiter pour attaquer cette dame
tout en sortant leurs pièces. Donc les noirs vont gagner du temps pour sortir leurs pièces, alors que les blancs, eux, vont devoir rebouger leurs dames. Donc ils vont perdre du temps. Donc c'est dans cette idée-là que c'est un gambit. Pourquoi c'est intéressant tout de même pour les blancs? En fait, leur idée, c'est tout simplement de pouvoir essayer de faire un grand roch rapidement et voilà, d'obtenir la colonne D semi-ouverte pour eux pour activer leur tour sur le grand roch et avoir comme ça un centre ouvert pour eux et un peu d'attaque. Voilà, donc ça c'est un peu moins classique comme type de gambit, mais voilà, c'est pas un sacrifice matériel, c'est juste un sacrifice de temps. On peut appeler ça également gambit. Donc voilà pour ça. Alors pour finir, on va s'intéresser à quand se termine une ouverture. C'est assez compliqué à définir parce qu'il y a des ouvertures qui peuvent se terminer en 10-15 coups, d'autres peuvent durer entre 30-35 coups. C'est pour ça parfois vous pouvez les voir des joueurs professionnels répéter par cœur une trentaine de coups comme ça en quelques secondes. C'est juste qu'ils connaissent, c'est la théorie, ils l'ont étudié et c'est du par cœur, ils jouent les meilleurs coups. Voilà, ils jouent leur ouverture. Pour déterminer quand est-ce que se termine à peu près l'ouverture et quand termine le milieu de jeu, en fait c'est quand vous avez développé à peu près toutes vos pièces. La majorité est souvent qu'on a roqué. Il y a quelques ouvertures où parfois on peut laisser le roi au centre, mais c'est quand même très rare. Donc voilà, retenez, c'est quand on a développé nos pièces et qu'on a roqué, et donc une fois que notre roi est à l'abri et qu'on a les pièces de sortie, on est prêt à attaquer. Et une fois qu'on se met à attaquer, on entre dans le milieu de jeu, dans la création des plans. Donc c'est ça qui va déterminer voilà, une ouverture, la fin de l'ouverture. Alors, pour illustrer ça, je vous propose de regarder une partie, en tout cas le début d'une partie qui a été jouée entre Kramnik et Aronian, pour justement voir un peu quand est-ce que se termine l'ouverture. Alors, on va recommencer ça. Donc Kramnik a les blancs, il joue E4, E5, voilà. Donc là, ils font une ouverture qui occupe le centre, comme on avait vu tout à l'heure. Fou C4, Fou C5, donc une italienne en toute somme classique. Donc cavalier C3, contrôle le centre, cavalier F6, D3, pour sortir le fou. Donc là on est toujours dans l'ouverture, hein, les pièces n'ont pas terminé de se développer, on n'a toujours pas roqué. Et tous les coups sont, comme on a dit, pour contrôler le centre ou pour l'occuper, et pour sortir rapidement les pièces. Donc c'est tout à fait logique. Donc là, les noirs font A6. Alors là, vous pouvez déjà vous dire, tiens, mais c'est bizarre, ça contrôle pas le centre. En fait, c'est quand même dans l'idée de toujours le contrôler, c'est parce que les noirs ont peur de cavalier A4. Alors cavalier 4, vous allez me dire, mais le cavalier va sur le bord, ça respecte pas les règles du contrôle du centre. En fait, si, cavalier A4, c'est pas pour rester là, c'est tout simplement pour attaquer le fou et essayer d'échanger notre cavalier contre ce fou. Fou qui contrôle justement le centre. Donc pour éviter cela, les noirs font A6 pour, au cas où que les blancs fassent cavalier A4, pouvoir se retirer en A7 et toujours contrôler hein, les cases centrales. Hein. Donc toujours avoir un impact au centre. Et maintenant le cavalier se retrouve très très mal placé en A4, donc ce serait un mauvais coup pour les blancs. Voilà. Donc c'est ça l'idée de A6, donc c'est un lien avec le contrôle du centre tout de même. Donc là ici les blancs jouent cavalier D5, donc là vraiment une occupation du centre, ils mettent une pièce. Les noirs n'acceptent pas cela, donc décident d'échanger. Donc les blancs reprennent, de nouveau installent une pièce au centre. Ils ne détruisent pas leur structure de pion, hein. S'ils avaient pris du pion, le fou se retrouverait un peu hors jeu, hein. Ça serait un gros pion, il ne pourrait plus trop bouger. Et on perdrait un peu ce contrôle du centre, les pions seraient un peu moins bien protégés. Donc on prend plutôt du fou, ça va être plus logique. Voilà. Et les noirs vont continuer de se développer, hein. Ils pourraient faire petit roch. Là ils décident de faire d'abord D6 parce que leur pion était quand même tout de même en danger, hein, donc c'était important de le protéger. Vu que le fou menace de prendre ce cavalier, le pion E5 était menacé. Donc ils font D6 pour protéger ce pion. Et après ils feront petit roch et ils sortiront leur fou, dans un ordre comme dans un autre. Les blancs vont continuer, donc soit sortir leur fou, soit roquer, logiquement. Hop. Donc ils décident de sortir leur fou, attaquant le fou adverse. Il y a plusieurs possibilités pour les noirs. Ici, ils décident d'échanger. Et ramènent un pion vers le centre pour les blancs. Donc ici, ils ont perdu leur fou, les blancs.
mais ils ramènent un pion au centre, donc ça participe toujours au contrôle des cases centrales, ou près du centre. Et voilà, ils ont obtenu aussi une colonne ouverte près du centre pour attaquer l'adversaire. Ils vont faire petit roc, donc la tour va s'activer très très rapidement. Donc là, les noirs vont mettre leur roi à l'abri, logique. Les blancs, pareil, activant leur tour sur la colonne. Donc là, on est toujours dans l'ouverture. Et ici, on va commencer à en sortir. C'est un peu particulier. Là, logiquement, on dirait que les noirs devraient sans doute sortir leur fou. Peut-être fou G4 serait un coup classique. Ou fou E6 pour essayer de faire un coup similaire au blanc tout à l'heure. Là, ils ont décidé de faire cavalier B8. Bon, ça, c'est des coups vraiment des professionnels qui savent ce qu'ils font. Mais voilà, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. C'est pas un coup classique parce qu'on ramène une pièce sur la case de départ. Je vous conseille vraiment pas de jouer comme ça. Là, c'est vraiment, il faut avoir une grande compréhension du jeu pour savoir quand est-ce que c'est possible. C'est vraiment, vraiment rare. D'accord ? Donc, voilà. Et donc là, on va voir les blancs commencent à commencer des attaques, tout comme les noirs, voilà, B4. Là, on oublie un peu le contrôle du centre. Là, les blancs, parce que on le contrôle déjà en fait, on ne peut plus vraiment l'améliorer. On a roqué, on a sorti presque toutes nos pièces, il nous reste juste la dame et les tours. Donc là, on rentre dans le milieu de jeu. Du moins pour les blancs, on voit que pour les noirs, eux par contre, ils n'ont pas vraiment fini leur ouverture, il leur reste même le fou et le cavalier à sortir. Donc les blancs ont un avantage à ce niveau-là sur le développement des pièces. Et ils commencent leur plan d'attaque pour le milieu de jeu. Donc eux, les noirs vont terminer leur développement, ils replacent leur cavalier. Là, les blancs bougent leur dame pour vraiment relier les tours, donc là l'ouverture est totalement finie. Tout est activé, il ne reste plus qu'à trouver des cases intéressantes pour les tours. Les noirs chassent le fou, ils bougent, voilà, à 5, ils essayent de contre-attaquer un peu et d'anticiper l'attaque blanche. Donc là, ils ont un peu de retard dans le développement, les noirs, et on est déjà rentré dans le milieu de jeu vu que les blancs ont terminé leur développement. Donc voilà pour ça, je n'irai pas plus loin dans cette partie. C'était juste pour vous montrer ce début et essayer de comprendre quand est-ce qu'on passait en milieu de jeu. Vous voyez, on y passe, on commence à attaquer une fois qu'on a vraiment sorti la majorité de nos pièces, mis le roi à l'abri et qu'on a bien contrôlé le centre. Donc voilà, on en a terminé avec cette présentation des principes de base des ouvertures et du vocabulaire spécifique. Si ça vous a plu et que vous avez trouvé cela utile, je vous invite à laisser un petit j'aime. Je vous invite aussi à laisser un commentaire pour me dire quelles ouvertures vous souhaitez voir prochainement sur ma chaîne et je me dépêcherai de faire des vidéos sur ce thème. N'hésitez pas non plus à poser vos questions si vous avez des doutes, etc. N'hésitez pas à partager votre expérience dans le monde des échecs avec les ouvertures pour que tout le monde puisse en avoir connaissance. Et enfin, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo future et pouvoir ainsi progresser tous ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt.